Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Bonnet, co-responsable de Paloma. Bonjour, je suis Benjamin Bégard, co-responsable également de Paloma. Dans un premier temps, on va vous présenter ce qu'est Paloma. Donc Paloma est un programme qui a été créé en 2000 par Médecins du Monde et qui est devenu indépendante en 2017. C'est un programme de santé communautaire qui vise l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et travailleuses du sexe. On a plusieurs actions. La première action un peu phare, c'est l'aller vers dans la rue. On va vers les personnes dans la rue qui exercent. Dans une démarche de prévention et de réduction des risques, ça nous permet de rencontrer des personnes nouvellement arrivées, mais aussi de garder le contact avec des personnes qui ne viendraient pas au local. Euh, on fait aussi de l'aller vers sur internet, où là on va plus à la rencontre des personnes qui exercent en ligne. On fait de l'accueil au local, sur rendez-vous et sans rendez-vous, où là on propose un accompagnement social global. L'objectif étant que les personnes aient tout accès aux droits et aux soins, et aux droits communs de manière plus générale. On a eu aussi une action de plaidoyer qui se fait un peu plus au quotidien. L'objectif, c'est aussi de faire remonter toutes nos actions de terrain au local vers le national et de pouvoir exprimer nos désaccords avec les lois mises en vigueur par rapport au travail du sexe. Et enfin, en dernière instance, on a des temps collectifs et communautaires. Tous les mercredis après-midi, on a des ateliers couture. Et tous les jeudis après-midi, on a des ateliers un peu à thématiques diverses qui varient d'une semaine à l'autre. Ça peut être un atelier bien-être, un atelier crêpes, un atelier film, tout dépend des semaines. Et historiquement, on travaillait uniquement sur la métropole nantaise, du coup avec le début du programme, et jusqu'à ce qu'on travaille du coup sur Internet, où là on s'est étendu au département et un peu au-delà dans des zones où il y a une activité assez forte, mais pas d'association qui y travaille. On a un public qui est principalement composé de femmes cis et trans. Euh, Et une des particularités à Nantes, c'est que comme à Paris, il y a une forte présence de femmes nigérianes qui exercent. Et c'est un public avec lequel on a, je pense, plus facilement aussi créé des liens de confiance. Et de fait, on accompagne, en 2022, on accompagne 80% de femmes nigérianes. Ça a tendance à baisser avec la levée numérique qui fonctionne davantage. Euh, mais on est aussi devenu un peu expert des questions de traite nigériane par les accompagnements qu'on a pu faire. Donc on va beaucoup se concentrer, je pense, sur le cas de la traite nigériane pour la présentation. À côté de ça, on rencontre aussi des travailleurs du sexe qui sont autonomes et qui vont rencontrer une personne toxique dans leur vie et qui va du coup les exploiter pendant une période. Donc on ne va pas avoir le temps de se concentrer sur ça. Et pour revenir à la traite nigériane, c'est quelque chose qui est vraiment très organisé et assez ancien. Et on a vraiment un schéma qui revient avec beaucoup de nuances, mais un schéma qui revient. Et l'emprise semble se enfin, naître dans plusieurs endroits, ou en tout cas se développer. Et la première étape importante, c'est l'étape du recrutement. On a déjà un profil de personnes qui est assez similaire, avec des personnes qui ont un désir d'émancipation qui est assez élevé, ou des personnes qui sont les aînés des fratries, avec du coup une charge assez importante sur leurs épaules. Et il faut savoir qu'en fait, du coup, les proxénètes sont principalement des femmes qui parfois ont même vécu les mêmes choses, qui ont été victimes de traite aussi, et qui du coup vont en fait valoriser les personnes qu'elles rencontrent et un peu les prendre sous leurs ailes, leur promettre du coup monts et merveilles en Europe. Il y a souvent, dans la plupart des cas, il y a tromperie en fait sur ce qui va se passer en Europe. Et même quand il s'agit de prostitution, c'est jamais très clair en fait comment ça va se passer en Europe. Donc ça c'est un peu la première étape et il y a un contrat qui va naître à partir de ça et qui va être vraiment, qui va prendre corps en fait dans une étape très importante qui est la cérémonie Juju. Oui, en fait, le juju, c'est une cérémonie qui se passe au Nigeria avant le départ vers l'Europe et qui va un peu acter de la relation avec la madame et du remboursement de la dette.
Il faut savoir que c'est un instrument de pouvoir qui s'exerce aussi à distance, puisque une fois que les personnes sont arrivées en Europe, elles ont cette croyance très forte en le juju, et donc elles peuvent parfois un peu conditionner leur vie à la question du juju. D'autant plus si elles ont arrêté de payer la dette, le risque est vraiment très important pour la famille restée au pays, mais aussi pour elles dans leurs croyances. Elles vont faire tomber un verre d'eau, elles peuvent penser que c'est le sort du juju. Et du coup, c'est comment nous, on arrive un peu à composer avec, à déconstruire les représentations et à les soutenir aussi, puisque notre objectif, c'est pas de les empêcher de penser en le juju. Et quand on dit que c'est un instrument de pouvoir, ça en est vraiment un. En 2018, un prêtre, une personne très importante au Nigeria avait formulé le fait que les madames devaient arrêter d'envoyer des personnes se prostituer en Europe sous peine de faire appliquer le juju à leur encontre. Et donc on avait vu beaucoup moins de personnes arriver en Europe et aussi beaucoup de personnes s'extraire du juju et s'affranchir justement de la dette, ce genre de choses. Voilà. Et la troisième étape, peut-être qui paraît aussi importante, c'est en Europe en fait. C'est vraiment dans la relation qui se noue entre les personnes et les madames. On a vraiment une figure un peu protectrice de la madame, dont pas mal de situations. Et la madame a été longtemps, c'est moins le cas maintenant, mais la personne qui va faire accéder la personne à ses droits, à une assurance maladie, qui va l'aider dans sa demande d'asile, avec un fort récit bien sûr, et dans une optique aussi de sécuriser en fait la situation, d'éviter la police, de s'assurer que la personne pourra payer sa dette. Donc maintenant la question c'est comment on arrive à aborder le sujet de la traite et de l'emprise. La première entrée qu'on a, c'est dans le cadre de nos premiers entretiens avec les personnes qu'on rencontre. On fait un repérage systématique des violences. Donc on pose la question systématiquement aux personnes, est-ce que tu as vécu des violences ou est-ce que tu vis des violences aujourd'hui qui t'empêchent d'avancer dans ta vie? Et parfois, suite à cette question, les personnes vont se sentir libres et prêtes d'en parler. Parfois, ça met aussi beaucoup plus de temps. Et la deuxième entrée, c'est de rétablir un peu la légalité et la question des droits. Donc rappeler que la prostitution est légale en France, mais que par contre la traite et l'exploitation sexuelle sont criminalisées, et que donc les personnes ne sont pas coupables mais bien victimes, et qu'à ce titre-là, elles ont accès à certains droits. Donc on présente un peu le panel de régularisation auquel elles peuvent prétendre. Beaucoup connaissent la demande d'asile, donc la demande d'asile peut être une option de régularisation sur le motif de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Mais il y a aussi la demande de titre L425, qui est une demande de titre de séjour qu'on envoie à la préfecture quand les personnes coopèrent avec la police et que donc elles portent plainte quand elles sont victimes de traite et ou de proxénétisme. À savoir que c'est un statut très précaire puisque en cas de non-arrestation d'une personne dans le cadre des investigations par la police, la personne perd et le statut de victime et les droits auxquels elle avait eu accès dans le passé pendant toute la procédure, à savoir notamment un titre de séjour qui leur permet de travailler. Et la dernière chose, pour les personnes qui seraient en danger imminent à Nantes, c'est l'orientation vers Accès. Accès, c'est l'accueil sécurisant qui se charge de déplacer les personnes à un autre endroit de la France, souvent à l'extrême opposé, pour les mettre en sécurité. Et c'est vrai que ça nous permet vraiment de mettre la première pierre et d'ouvrir le dialogue en fait, qui est pas rien. Et notre travail par contre sur l'emprise, il est aussi facilité d'une part par l'approche qu'on a en fait, de réduction des risques en santé sexuelle. Donc quand on sort la nuit dans le camion, et souvent accompagné de bénévoles pairs qui sont du coup des femmes nigérianes principalement qui ont un parcours à peu près similaire aux personnes qui sont dans la rue. Le fait en fait de travailler sur l'expertise qui est développée par les personnes qui sont les premières concernées, qui connaissent les IST, qui ont développé beaucoup de tactiques en fait pour lutter contre les violences, pour s'assurer de leur consentement. Enfin, il y a plein de choses qui se partagent comme ça dans l'intimité du camion. Et ça, c'est vraiment un travail qui permet en fait de retravailler, enfin, de travailler sur la reprise de son corps et contre du coup l'emprise. Donc ça donne des résultats qui sont quand même très satisfaisants et qui en tout cas permettent à minima de bloquer un peu les conversations et développer la confiance aussi. Après, on a aussi une approche de non-jugement où on est capable de tout entendre. Je pense que
a un effet très positif sur la libération de la parole et la création du lien de confiance qu'on arrive à mettre en place petit à petit au fur et à mesure du temps. À savoir aussi qu'à Nantes, Paloma est très bien identifiée comme une asso qui accompagne des personnes nigérianes et donc le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Et là où on travaille beaucoup en ce moment aussi, c'est de nous former davantage en fait au développement communautaire à travers l'EducPop. Et ça nous permet en fait, enfin, d'acter en fait qu'en tant que salarié blanc, on n'est pas les personnes idéales parfois pour travailler sur ces questions d'emprise et qu'il y a énormément de personnes ressources et qu'en travaillant davantage sur la capacitation des personnes, sur la prise de pouvoir, sur le fait de nous lâcher un peu de pouvoir, donner de la place, ça permet en fait de faire émerger un peu des figures qui seraient des figures un peu nouvelles, en fait, des modèles qui seraient dans la communauté et voilà, à travers en fait l'entraide administrative qu'on essaye de développer, les ateliers qui peuvent paraître très loisirs et qui sont largement critiqués par les personnes qui n'ont pas le même positionnement politique. En fait, c'est vraiment des espaces, d'une part, de sociabilisation, où la parole se libère sur plein de sujets, et aussi des espaces en fait où les personnes en fait peuvent prendre du pouvoir, et rien de tel qu'une personne qui est peut-être exploitée, mais en fait qui connaît la couture et qui va l'enseigner à quelqu'un. En fait, il y a vraiment de renverser en fait la dynamique en fait de l'emprise psychologique. Et je pense que par le fait d'offrir ces espaces, et ça, 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 ça permet vraiment de débloquer beaucoup de choses. Et on continue à miser sur ça en fait vraiment parce qu'en fait on sent qu'il y a quelque chose qui se joue dans le communautaire. Et, euh, et voilà. Et on travaille aussi beaucoup à déconstruire le statut de victime, parce que certes, les personnes ont été victimes à un moment dans leur parcours de vie, mais elles ne sont pas que ça. Et du coup, c'est comment on arrive aussi à se concentrer sur le positif, les ressources, et aussi à faire se mélanger des personnes qui, a priori, n'auraient rien en commun, mais qui en fait ont plein de choses en commun, puisqu'on accompagne aussi bien des personnes qui sont nigérianes et qui ont été victimes de traite, que des personnes françaises blanches qui veulent se déclarer en tant que travailleuses du sexe auprès des services de l'URSSAF. Et c'est le fait de ne pas être positionné pour ou contre l'activité qui fait qu'on arrive à accompagner une diversité de situations, et qu'on arrive aussi à faire se rencontrer des personnes autour d'autres choses communes que l'origine géographique, le parcours de vie, ce genre de choses. Et du coup, ça passe notamment par des temps collectifs, comme le disait Benjamin. Et c'est vrai qu'il y a un réel risque en fait à mélanger, enfin à faire une espèce de groupe homogène de personnes qui seraient victimes et que victime deviendrait une identité en fait. Et c'est vrai que le fait qu'on travaille avec des personnes autant françaises ou régularisées et des personnes qui peuvent être exploitées fait qu'il y a eu aussi des questions qui émergent, notamment la question du choix, elle est assez centrale en fait. On n'a pas d'un côté des personnes qui ont choisi et de l'autre des personnes qui n'ont pas choisi. En fait, on va plus se concentrer sur le concept d'agentivité, qui est notamment beaucoup, enfin bien expliqué par Camille Schmoll, qui travaille, une géographe qui travaille sur les questions de migration des femmes en Méditerranée. Et dans un parcours de traite, il y a quand même des espaces, peut-être très petits, où les personnes ont une prise sur ce qui pouvait se passer, que ce soit des façons de survivre en Libye, que ce soit... Enfin voilà, en fait, c'est des espaces qui sont importants et sur lesquels on préfère se concentrer plutôt que sur les espaces où en fait la personne a eu absolument aucune prise sur sa vie. Donc c'est un peu notre façon, enfin notre philosophie. Et, et l'autre partie, c'est aussi de bien laisser entendre notre plaidoyer politique. Et sur la question de la traite, on est clairement sur une volonté en fait de s'affranchir de la nécessité de porter plainte à la police pour être reconnu victime et pour la défense d'un vrai statut de victime qui serait reconnu et avec une réelle protection. Et c'est vrai que là, la France échoue complètement à protéger les victimes de traite. On a terminé, du coup, on tenait à vous remercier vraiment pour cette invitation à participer. On espère qu'on a été assez clair. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question.
On est joignable par téléphone, sur notre site internet, par mail ou bien sur les réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup.